découvrir tout de suite ce grand angle avec un sport insolite, une expérience unique où le rêve de voler devient une réalité. L'indoor skiving ou bien chute libre d'intérieur. Ce sport consiste à réaliser des chorégraphies spectaculaires en chute libre dans un tunnel aérodynamique vertical. Une discipline en plein essor qui va vous plaire à vous, amateurs de sensations fortes. Regardez. Dimanche, 3h du matin, Maya répète sa dernière chorégraphie aérienne. Cette jeune Polonaise de 17 ans pratique l'indoor skydiving, la chute libre en intérieur, et précisément le freestyle, un mélange de voltige et de danse. Dans ce tunnel où le vent artificiel souffle à plus de 200 km/h, la précision de ses mouvements doit être chirurgicale, mais la troisième dimension lui offre des possibilités uniques. C'est vraiment différent de tout le reste. Le patinage artistique, par exemple, existe depuis si longtemps que maintenant il est très difficile d'inventer de nouvelles figures. Alors que dans le tunnel, je peux m'amuser et créer quelque chose que les gens n'ont jamais vu de leur vie. Le mois dernier en Espagne, Maya a obtenu la médaille de bronze lors des Wind Games, une compétition internationale. Si seule une vingtaine de passionnés pratiquent le freestyle de haut niveau, l'indoor skydiving est en plein essor. Praticable 24 heures sur 24, il coûte beaucoup moins cher que la chute libre en plein air. Les amoureux de ce sport rêvent désormais d'olympisme. L'indoor skydiving en général est la seule discipline de sport de voltige qui remplit les critères pour être une discipline olympique. Il traverse le même chemin que le snowboard qui à l'époque était très underground et très indépendant. Au final, un règlement a été inventé, c'est devenu un sport olympique parce qu'il a gagné en popularité. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Du haut de ses 9 ans, Olga défie les lois de la gravité avec une aisance déconcertante. Tout comme Maya, elle participera en fin d'année au 3e championnat du monde de skydiving au Canada. Je suis très stressée parce que j'ai peur de finir dernière, mais je ne pense pas que ce sera le cas. En plus de leur jeune âge, Olga et Maya ont un autre point commun, elles n'ont jamais eu peur dans le tunnel, une qualité requise pour oser de nouvelles acrobaties et promouvoir cette discipline pleine d'avenir. Et après ce sport de voltige, on va parler de hockey. On connaissait déjà le hockey sur gazon et le hockey sur glace. Eh bien, le hockey peut aussi se jouer sous l'eau, une discipline encore méconnue du grand public et certainement le plus original des sports aquatiques, le hockey sous-marin, un sport collectif. Julie Ebeau, en apnée, expliquez-nous. Oui Valérie, le hockey sous-marin, également appelé le hockey subaquatique, est un sport qui se pratique au fond d'une piscine. Chaque joueur est équipé d'un masque, d'un tuba, de palmes, de gants et d'une mini-crosse à la main. Et le but du jeu, eh bien, est très simple, il faut marquer en déplaçant le fameux palet jusque dans le camp adverse. Alors le hockey sous-marin est l'un des rares sports d'équipe à se disputer sous l'eau. Et vous imaginez bien la complexité de la discipline, car non seulement les joueurs ne peuvent pas communiquer entre eux vu qu'ils sont sous l'eau, et en plus ils sont en apnée une bonne partie du jeu. Donc même s'ils remontent de temps en temps à la surface pour reprendre leur souffle, pendant demi-temps de 15 minutes, les joueurs s'affrontent sous l'eau. L'effort ne paraît pas très long et pourtant l'intensité est au rendez-vous et ce sport demande beaucoup de pratique. Écoutez. Ce qu'il faut pour faire un bon joueur de hockey sous-marin, c'est d'être calme sous l'eau, vraiment relax. Pour le reste, la condition physique viendra naturellement. Des jambes costauds, la technique pour manier le palet, le faire sauter. Tout ça vient avec le temps. Mais comment est apparu ce sport, Julie Ebeau? C'est reconnu aujourd'hui cette discipline? Alors, à l'origine, ce sport était pratiqué par des plongeurs en mal de plongée l'hiver. Ce sport est apparu pour la première fois au milieu des années 50 en Angleterre. Il se jouait à l'époque avec de longues crosses de hockey et des bouteilles d'oxygène sur le dos. Mais afin de gagner en rapidité et en maniabilité, eh bien, le jeu a depuis énormément évolué et fait de plus en plus d'adeptes, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Europe, mais aussi plus récemment en Asie. Écoutez. C'est l'un de ces sports qui peut décoller à tout moment. À Hong Kong, on a l'air d'aimer tout ce qui est bizarre, étrange et magnifique à la fois. Et je pense que c'est l'un de ces sports dont on tombe amoureux dès qu'on s'y met. Alors Valérie, le hockey sous-marin est un sport complet, collectif, physiquement exigeant mais qui reste tout de même ludique. Il mêle à la fois l'apnée, le hockey et la natation. Et cette discipline a aujourd'hui son championnat et un palmarès international. Et d'ailleurs la France a été 3 fois championne du monde de hockey subaquatique en 98, en 2010 et en 2013. Un peu comme le water-polo, c'est toujours difficile d'adapter un sport dans l'eau. Et puis une compétition, plus qu'un sport, eh bien ça mélange course à pied et la nourriture. Et oui, c'est aussi pour vous les gourmands, ça s'appelle la
la course aux pancakes, un jeu atypique. Le but, franchir la ligne d'arrivée en faisant sauter un pancake dans une poêle, une compétition très british qui mêle autodérision, dextérité et bonne humeur pour célébrer Mardi Gras. Un récit signé Sarah Jamy. Regardez. À vos poils, prêts, partez! Les règles sont simples, courir le plus vite possible en faisant sauter une crêpe dans une poêle et en gardant le sourire. Une façon très british de fêter le Mardi Gras. C'est le jour du pancake, c'est-à-dire Mardi Gras, le jour où nous vidons nos placards et fabriquons des crêpes. Et pour une raison quelconque, nous avons décidé de courir avec. Et la raison remonte à 1440 à Aulnay dans le Buckinghamshire. La légende raconte qu'en entendant la cloche de l'église appelant les paroissiens à se confesser, une femme qui préparait des crêpes sortit de sa maison en courant, la poêle à la main. Aujourd'hui, pour remporter le pancake race, chacun y va de sa technique. Le truc, c'est de lancer le pancake et ensuite commencer à courir. Il ne faut pas courir pendant que vous lancez, sinon il peut tomber. Londres est particulièrement reconnue pour ses pancake races. La capitale en compte 5 importantes. La plus surprenante est certainement la Parliamentary Pancake Race qui a lieu tous les ans au pied du Parlement. À cette occasion, les députés britanniques sortent les poêles des cuisines et revêtent la toque des pâtissiers pour s'opposer aux journalistes politiques. Cette course, c'est beaucoup de plaisir. Tout le monde a joué le jeu. C'est aussi une course très sérieuse et très importante pour Rehab, cette association qui soutient les personnes souffrant de lésions cérébrales. Plus populaire, la Great Spitalfield Pancake Race, ouverte à tous et en costume. La course promet un spectacle haut en couleurs. Mais ne vous fiez pas au ton enjoué des coureurs, les Anglais prennent ça très au sérieux et se mettent en condition pour mettre toutes les chances de leur côté. Nous nous sommes bien préparés. Ça fait 2 semaines que l'on s'entraîne et ce matin au réveil, nous avons pris un bon petit déjeuner pour être prêts. Et si vous ne vous sentez pas l'âme d'un sportif et que la compétition ne vous dit trop rien, à la confiture, au sirop d'érable ou encore à la pâte à tartiner, il vous suffira de savourer. Un moment très convivial, en tout cas, et toujours plus insolite cette fois, cet ado d'éléphants que nous partons au Népal où on organise chaque année un championnat international de polo ado de pachyderme. Cette compétition vieille de plus de 30 ans perpétue une tradition qui a pour vocation de sensibiliser le public à la protection de l'espèce. Cassandre Bergel, dites-nous, racontez-nous le principe de ce tournoi. Alors Valérie, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sont une vingtaine d'équipes internationales qui participent annuellement à ce tournoi organisé par la société de voyage Tiger Tops, donc des joueurs qui viennent du monde entier, de France, d'Amérique, de Nouvelle-Zélande ou encore du Sri Lanka. Et ce tournoi attire aussi bien des amateurs pour prendre part à cette compétition plutôt insolite que des célébrités comme l'ancien membre des Beatles Ringo Starr ou encore Billy Connolly, l'acteur. Le but de la compétition, c'est de récolter de l'argent pour la protection des éléphants. Et il faut savoir que le pachyderme, jouer à dos de pachyderme corse le jeu. C'est d'ailleurs pourquoi elle attire aussi des joueurs professionnels de polo. S'adapter à la gestuelle de ces mammifères n'est pas toujours facile et ces joueurs confessent leur difficulté de monter à dos d'éléphant plutôt qu'à cheval. On écoute tout de suite. Difficile, je veux dire, c'est vraiment épuisant. Ça a l'air facile, mais les bâtons sont lourds et les éléphants ne se déplacent pas facilement. Mais c'est marrant. Bon, en tout cas, ces jeux autour des animaux, eh bien, il y a toujours beaucoup de polémiques autour de ça. On dit que justement, quand les éléphants sont maltraités lorsqu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel, qu'est-ce que vous répondriez à tous ces gens qui vous accuseraient de dire ça? Oui, alors Valérie, le polo à dos d'éléphant se pratique également en Inde. C'est une autre compétition qui s'appelle la King's Cup et elle est très critiquée par les défenseurs des animaux, notamment par l'association PETA, qui dénonce les mauvais traitements subis par les pachydermes. Elle reproche de séparer les petits éléphantaux de leur mère et de les soumettre à des mauvais traitements pour leur entraînement. Mais les organisateurs de la King's Cup, eux, assurent qu'au contraire, cette compétition permet aux pachydermes d'accéder à des soins médicaux, voire à un semblant de vacances, si je puis dire, loin de leur quotidien habituel de balader les touristes à leur dos, comme on a l'habitude de le voir en Thaïlande. Et un organisateur de la King's Cup nous explique.
Nous leur faisons un check-up médical, ils sont bien nourris, nous prenons soin d'eux. Si un éléphant n'est pas en forme ou n'est pas content de jouer, il sort immédiatement du terrain. Il reste ici une semaine, c'est comme une thalassothérapie à Huan In. Voilà Valérie, donc en plus de la thalassothérapie, la tradition veut que les éléphants reçoivent une bénédiction d'un guide spirituel avant chaque match et rien que ça. Merci Cassandre. Direction à présent un village de la banlieue du Kuala Lumpur. Des enfants et des adolescents se retrouvent dans la joie et dans la bonne humeur pour participer à une compétition annuelle d'escalade de poteaux. Regardez. Ils sont enduits de beurre pour rendre l'épreuve plus difficile aux petits concurrents. C'est au sommet de ces poteaux que les enfants de ce village poussiéreux de Kuala Lumpur tentent chaque année de se hisser pour remporter ce tournoi, ici appelé Panjat Pinang. Si pour ces jeunes Malaisiens, cette compétition est avant tout l'occasion de s'amuser, pour le chef du village, ce jour férié en Malaisie représente une date anniversaire très importante. J'organise cette Panjat Pinang depuis 3 ans maintenant, au moment de la naissance du prophète Mahomet, pour que tout le monde fasse la fête ensemble dans le village. Chaque année, la même effervescence, les mêmes sourires et une grande motivation. Et pour cause, à la clé de ce tournoi, de l'argent et de nouveaux vêtements, des gains qui représentent beaucoup dans un pays où la plupart des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'UNICEF estime que plus de 72 000 enfants malaisiens de moins de 15 ans vivent dans des conditions difficiles car ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins essentiels.